N'hésitez pas à dire si vous m'entendez pas, je ne sais pas si je parle dans les micros. Donc moi c'est Bruno, je suis ingénieur Supélec, actuellement en stage de fin d'études dans un fonds d'investissement, dans le cadre duquel je suis amené à utiliser Python. Et ce soir, j'aimerais vous parler particulièrement des méthodes magiques qui sont pas forcément le point le plus connu, qui sont pas mises en valeur dans la doc, mais qui sont assez intéressantes selon moi. Donc voilà, la magie dans Python, on a des variables globales qu'on utilise souvent juste dans des scripts, une fonction spéciale qui est un point d'entrée. Après, au niveau objet, on a des attributs spéciaux, puis les méthodes magiques. Vous connaissez sûrement au moins une partie de celles qui sont là, par exemple str pour formater un objet, et il y en a plusieurs dizaines comme ça. Les méthodes magiques tournent autour du côté orienté objet de Python et permettent de jouer un peu avec et d'aller plus loin que juste un peu d'héritage. Donc voilà, je vais présenter rapidement quelques attributs, puis après j'ai classé les méthodes magiques de manière assez arbitraire. Voilà du classique, des usages pour remplir un certain rôle et des usages un peu plus exotiques. Un premier attribut magique, c'est dict, qui contient tout simplement, sous la forme d'un dictionnaire, la liste des attributs de la classe. Si par exemple on a une classe comme ça, à laquelle on fait liste, et on rajoute tous les paramètres passés dans dict, si on l'utilise comme ça après, donc on va initialiser liste, puis dans dict on mettra également foo et bidule. À la fin, quand on affiche dict, on aura tout simplement ces trois attributs. C'est assez utile quand on joue avec les méthodes magiques. Une seconde, c'est classe, qui est tout simplement la classe de l'objet. Donc si par exemple on a ces deux classes-là, on voit que la première définit nom, puis salue ce nom, tandis que la seconde salue le nom, mais le nom n'est pas défini. Donc c'est pas du code valide, ni à faire, bien sûr. Après, si on fait un B, les Parisiens, et qu'on salue, on aura salut les Parisiens. Et après, la classe, on peut la lire, mais surtout la modifier de manière complètement transparente. Et donc, on dit qu'en fait, notre B, c'est un objet de type C, et on se retrouve avec bonjour les Parisiens. Donc voilà, c'était les deux attributs magiques. Maintenant, les méthodes. Pour commencer dans le classique, il y a pas mal d'opérateurs en Python, comme dans tous les langages, bien sûr. Addition, soustraction, etc. Division, ou, et, booléen, mais également logique. On peut pas définir de nouvel opérateur, mais on peut tous les surcharger. C'est fait tout simplement avec add, qui est l'addition, sub, la soustraction, mul, la multiplication, etc. Il y en a d'autres, à savoir radd pour add, iadd pour add, et comme ça pour chacune. Je vais montrer dans un instant ce à quoi elles servent. Ça permet donc d'exprimer, on peut avoir n'importe quoi comme objet, on va pouvoir exprimer de manière très idiomatique les opérations qu'on a envie d'effectuer dessus. Un premier exemple, NumPy. NumPy, c'est des tableaux implémentés en C derrière qui ont de très bonnes performances. Donc là, si on en crée un, après on peut le manipuler comme on veut. Plus 2 appellera add avec l'arrêt et 2. 2 fois appellera rmul, puisqu'on doit inverser. Et le i, c'est quand c'est fois égal plus égal. Donc on a ces trois exemples-là. Pour montrer combien on peut changer même la signification, il y a Picos qui permet de faire de l'optimisation sous contrainte. Disons que si on a un vecteur de taille 5 et que là on dit x ou logique 1 positif, ce qui va se passer, c'est que là il ne renverra pas des bits ou des choses comme ça. Il va faire produit scalaire de x avec un vecteur de taille 1. Et le positif, il ne renverra pas un booléen. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une contrainte affine. On dit que la somme des éléments de x doit être positive. Et ça permet finalement d'exprimer de manière très naturelle des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ces opérations à la base.
Après, vous connaissez probablement str, qui a pour but de voilà, faire une jolie représentation, mais il y a également repr, qui a un but un peu plus différent, qui est plus orienté, qui se tourne plus vers le développeur, puisque le but c'est qu'elle représente l'objet tel qu'on le crée. Je vais vous montrer, pour faire un peu une sérialisation très basique. On le met dans un fichier, on le lit, c'est bon. Et ensuite, il y en a d'autres formats. Vous savez, quand on fait de la formatage de chaîne, c'est assez avancé. Dir, qui donne la liste des attributs, qui est utile en conjonction avec d'autres méthodes, et sizeof, que je n'ai jamais utilisé. Voilà, pour reprendre NumPy, donc si on fait juste, si dans un interpréteur, on veut l'afficher, il utilisera la représentation, et on voit que ça décrit un peu l'objet. Si on fait un print, c'est str qui sera appelé pour être plus lisible. Et enfin, l'objectif de repr, que je montre en dernière ligne, c'est que si on en fait la représentation, donc array 1, 2, 3, et qu'on l'évalue, on retombe sur le même objet, ce qui est assez pratique. Bien sûr, c'est pas toujours le cas quand c'est des objets très gros, ça va pas être le cas, mais Django essaye de le faire un peu. Là, c'est le cas aussi, et c'est assez pratique, je trouve. Ensuite, on a de la conversion de type, donc voilà, vers des chaînes de caractères, vers un booléen, vers des entiers, des longues, des flottants. C'est assez naturel à utiliser et encore une fois très pratique. Voilà, str, donc je l'ai mis à la fois dans les deux puisque c'est également casté vers une chaîne de caractères. Int vers un entier. If mon objet appellera bool sur l'objet. Et donc ça peut être une bonne idée si l'objet s'y prête de définir celle qu'il faut, de surcharger celle qu'il faut. Ensuite, il y en a d'autres qui vont être déjà un peu plus objet. Vous connaissez init, qui est le constructeur tout simple. On passe self, on passe les arguments. Après, on en fait ce qu'on veut. Vous connaissez peut-être pas new. New, c'est new en fait, on est censé allouer la place à l'objet et renvoyer l'objet qui ensuite sera passé à init. Et del, c'est par exemple, si on travaille sur des fichiers, c'est pour fermer les fichiers, pour finir des flux, finir des communications. Donc new en exemple, si on veut faire un patron de conception assez classique, le singleton, on a notre singleton, on a un attribut statique instance qui est nul, et new, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si instance est toujours non. Si c'est non, à ce moment-là, on appelle le new de object, qui lui va faire toute sa magie d'allocation de la mémoire, et on la retourne. Et ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, on aura la même instance, alors que de l'extérieur, on utilise la classe très naturellement. Cette manière de faire est critiquable. Il y a encore plus simple. Plutôt que de distribuer un objet à plein de gens, je vous parlais de dict tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est que on crée l'objet normalement, mais que son dict, on le partage avec tout le monde. Et là, comme ça, on a un singleton assez naturel, assez pythonique, en 5 lignes. On peut pas faire la même chose en Java. Après, certains usages n'ont pas vocation à être utilisés par tout le monde, mais sont pour certains cas d'utilisation. Rapidement, comme ça, on peut faire une liste. N'importe quel conteneur peut être utilisé comme liste, comme un conteneur, oui. Une liste immutable, voilà la longueur, accès à un élément, ou bien une liste mutable, ces opérations-là, plus accéder à un élément, supprimer un. Des itérables, c'est également pratique. Et ensuite, ça c'est un peu du bonus, on n'est pas obligé de les faire. Missing, c'est bien si vous voulez faire vos propres dictionnaires. Reversed, contains, si on veut, quoi. Il y a d'autres cas d'utilisation si vous avez déjà fait du pickling. Donc ça, c'est de la sérialisation sérieuse, entre guillemets, par opposition au repr de tout à l'heure. Voilà, il y a pas mal de fonctions non un peu cabalistiques. Les context managers peuvent être utiles. C'est quand on fait with, par exemple, with open mon fichier as f. En fait, c'est enter qui est appelé, et exit, c'est quand on sort de ces blocs. C'est très pratique pour, au début, préparer des éléments et à la fin les nettoyer en étant sûr qu'ils soient bien nettoyés, puisque exit prend des exceptions s'il y en a eu, et ça permet vraiment de localiser en un seul endroit tout le travail de nettoyage. C'est une bonne idée. Puis ensuite, call, c'est sympa. Ça permet d'utiliser votre objet comme une fonction. Par exemple, s'il y a une seule méthode qui sert vraiment,
tant qu'à faire, vous dites que call, ça appelle la fonction, et c'est fait. On va ensuite passer à des choses peut-être un peu moins utiles, mais qui sont intéressantes si on a envie de bidouiller avec le langage. Vous avez peut-être déjà été amené à faire des isInstance, isSubclass. Ces choses-là, on peut les surcharger également, et donc surcharger la résolution de qui sont les parents, quelles sont les sous-classes à l'exécution. Ça, j'ai jamais été appelé à l'utiliser. Je préfère essayer de le faire sur l'objet et échouer au besoin qu'utiliser ça. Mais bon, peut-être que ça vous servira un jour. Encore plus exotique, les descripteurs. C'est utile pour des propriétés calculées. Par exemple, si vous avez une fonction qui calcule la distance et que vous voulez aussi bien la lui demander en mètres qu'en kilomètres, il vaut mieux éviter de le stocker dans deux attributs différents, puisqu'en fait, c'est une même chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est définir le kilomètre en fonction du mètre. Et là, c'est ce qu'on a. Le kilomètre, on dit que son objet, il va prendre la distance sur 1000 quand on veut le récupérer, et quand on lui donne une valeur, c'est la distance fois 1000 qu'on met dans distance. Et ensuite, on l'utilise dans une classe mesure avec distance et kilomètre, on dit que c'est un kilomètre comme ça. Il y a d'autres moyens de le faire avec des annotations. C'est une question de préférence. Ça, je pense qu'on peut faire peut-être plus de choses avec, puisqu'on peut vraiment bidouiller comme on veut. Vu qu'on a l'instance, on a l'honneur. Donc voilà. Et une dernière, où là, on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses assez amusantes. Et je vais vous présenter un cas d'utilisation. C'est l'accès aux attributs. C'est l'accès aux attributs qu'on y accède, qu'on leur donne une valeur, qu'on essaie de les supprimer. On va pouvoir surcharger ça également. Pour ça, on va avoir cinq méthodes magiques. La première, c'est getAttr. C'est simple, c'est si l'attribut n'existe pas, getAttr est appelé avec le nom en chaîne. Ça, c'est super utile quand, par exemple, vous avez changé un peu votre objet et que certains attributs sont dépréciés. Ce que vous pouvez faire, c'est faire getAttr et regardez si le nom est dans un des noms que vous connaissez. Vous dites, attention, celui-là est plus valable, utilisez celui-ci à la place. Donc, c'est assez pratique. On a ensuite setAttr qui prend nom et valeur. Alors là, attention, puisque pour le coup, il est utilisé que l'attribut existe ou n'existe pas. DelAttr, de même, c'est quand on fait del mon objet.mon attribut. Et ensuite, un autre accessoire, c'est getAttribute. Il y a une différence avec l'autre, c'est que celui-ci est appelé à chaque fois. Donc c'est pas la même utilisation. Et dire, enfin, je l'évoquais tout à l'heure pour la description d'un objet. Si on joue avec getAttr, setAttr, getAttribute, il vaut mieux redéfinir un dir qui soit un peu cohérent avec la structure de l'objet que vous voulez présenter. Un petit cas d'utilisation de setAttr. Donc on a setAttr nameValue. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est invoquer directement dict. Si vous faites dict name égale value, c'est identique à ce que fait Python, derrière en fait et qu'on ne voit pas. On peut également le faire en appelant celui de object, donc avec super. Mais par contre, si vous essayez de faire self.name égale value, de 1, ça appellera setAttr name value, donc de manière récursive, et de 2, c'est pas la même chose puisqu'il s'agit de l'attribut name. Donc ça, faut y faire attention. Et enfin, un cas d'utilisation, c'est bon, par exemple, en Java, vous avez peut-être fait du Java, il y a des méthodes, il y a des attributs privés, des attributs publics. On a peut-être envie d'avoir ça en Python, on sait jamais. Donc par exemple, en 50 lignes, on peut tout à fait faire quelque chose comme ça. Donc si on veut un objet qui puisse définir des politiques d'accès à ces attributs, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va initialiser deux dictionnaires, un d'attribut public, un d'attribut privé. On va définir une méthode pour donner leur valeur aux attributs privés. On verra l'utilisation juste après. Donc elle prend des mon mot égale ma valeur et les met dans le dictionnaire des attributs privés. Donc voilà, maintenant, si avec ça, on veut faire un get. Le get, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? On regarde si un attribut privé existe, auquel cas on le renvoie. S'il n'existe pas, on va regarder si on appelle depuis l'intérieur.
C'est là qu'il y a un peu du bidouillage. Je vous montrerai sur sur le slide suivant. Si on est à l'intérieur et que c'est un attribut privé, bah on renvoie cet attribut privé. Sinon, attribute error classique. De même, pour définir une valeur pour un attribut, on regarde si on est à l'intérieur et qu'il existe. Non, on regarde. Voilà, c'est ce que j'ai fait. On regarde s'il est à l'intérieur et qu'il existe déjà, auquel cas on le met. Sinon, on le met en attribut public. Là, c'est un peu discutable ce que j'ai fait, je me rends compte, puisque ça veut dire qu'on ne peut pas définir de nouvel attribut privé. Mais bon. Et sinon, ah oui, non, pardon, autant pour moi un instant. C'est le prive. Si on veut définir un attribut privé, on le fait avec prive. Voilà, donc là, on a notre set également. Enfin, on a un del. On le supprime des publics, sinon on regarde si on est à l'intérieur, et on le supprime des privés. Donc à chaque fois, c'est un peu la même logique. Et la petite magique, le from inside qu'il y a à chaque fois, là, on va faire appel au module inspect. Donc on va aller dépiler. On va voir si l'endroit, donc la fonction appelant stack 0, c'est l'endroit actuel, -1, c'est l'appelant. Donc là, l'appelant, en l'occurrence, ça sera soit set get del. Donc on va encore avancer de l'extérieur. Et on regarde si self était dedans et si la classe de self est bien soi-même. Donc ça veut dire que c'est que les instances de la même classe qui peuvent modifier ça. Donc voilà, là on a un modèle objet bancal autant que possible, mais en 20 lignes, 30 lignes, qui fonctionne. Donc là par exemple, on va faire une classe qui définit un attribut public ABC, un attribut privé qui vaut DEF, donc on voit déclarer avec prive. Et ensuite, on va l'utiliser. Si on lui demande 1, il la renvoie. Si on lui demande 2, il va râler. Et si par contre, on appelle une méthode qui, elle, à l'intérieur, appelle 2, c'est bon. Et donc voilà, là comme ça, on a un modèle objet un modèle objet à la Java en quelques lignes. On pourrait également faire du protected en utilisant le isInstance ou isSubclass. Donc on peut quand même pas mal s'amuser, bidouiller le fonctionnement du langage de base avec. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Donc voilà, il y a l'intégration au langage par des surcharges d'opérateurs qui permettent d'exprimer naturellement des opérations, du comportement également pour être comme une liste, par exemple. Et voilà, ensuite s'amuser à bricoler. Donc voilà, il y a un grand éventail de ce qu'on peut faire avec. Il y a pas mal d'autres méthodes magiques que j'ai passées sous silence pour faire encore d'autres choses. Est-ce que vous avez des questions ? Non, bah voilà, les slides, je posterai l'adresse. Oui ? Le code plus lisible, Ça marche. Je demandais si ça rendait le code. méthode magique qui est là pour rendre le code plus joli, celle que j'ai présentée au début. Elles sont utiles au niveau de l'utilisation. Au niveau du débogage, c'est comme n'importe quelle fonction en bytecode, le plus, si je ne m'abuse, vous pouvez peut-être m'interrompre si vous voulez, mais le plus est traduit en add. Et donc en fait, ça se débogue comme à peu près n'importe quelle méthode. Tu peux mettre des points d'arrêt, tu peux mettre des prints dedans. Donc c'est pas tellement un problème, je trouve. J'ai juste une petite question au niveau des performances. Est-ce que ça crée beaucoup finalement d'objets temporaires comme Pardon ? en C++ ou pas du tout? Parce que je connais pas trop le Python. Mais quand on fait A plus B, est-ce que ça crée un troisième objet C qui est affecté automatiquement? Oui. Dans add, on est censé renvoyer un nouvel objet et pas modifier ce qui existe.
Enfin, c'est quand tu fais A plus B, t'as pas envie que A ou B soit modifié. Donc oui, tu crées un nouvel objet. D'accord. Et en termes de performance, c'est acceptable quand on voit les librairies d'algèbre, quand on fait beaucoup d'additions et compagnie, est-ce qu'on a finalement un overhead de performance ou pas du tout? Finalement, au quotidien, ça se passe très bien. Oui. Enfin, ça c'est voilà, en C++, parfois on va créer des nouveaux objets alors qu'on va faire des trucs à de bonnes performances. C'est pas un problème. Et puis si ça devient un problème, faut voir que Python fait des choses comme ça en fait, même si on les surcharge pas, va faire pas mal de petits trucs comme ça lui-même. Et je pense que si les performances deviennent un problème, le mieux c'est de trouver l'endroit où c'est un problème et ce petit morceau-là de l'implémenter en C. Et dans ce cas-là, on a voilà 2% du programme qui est en C, qui s'interface assez bien avec Python. Peut-être qu'on aura une présentation sur des bindings Python C une autre fois. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. Donc non, enfin moi, j'en ai utilisé un peu. Je me suis jamais dit, zut, ça réduit les performances. Suivant, et puis n'hésitez pas à aller voir Bruno après pour lui poser des questions si vous en avez.